Nous voici, mesdames et messieurs, à notre messe dominicale. Très heureuse d'être encore parmi vous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui nous vient de très très loin. Je ne sais pas si c'est à 8000 km, mais il est membre du rassemblement. Il est de la diaspora des États-Unis. Il est journaliste aussi. Je crois qu'il tient un site sur le net, si je ne me trompe pas, Abraham Lokabanga. C'est ça? C'est bien cela. Quel est le nom encore du site? Code 243. Code 243. Voilà. Code 243 à partir des États-Unis. Donc, membre du rassemblement et de diaspora des États-Unis. La toute première question, ce concept de diaspora, aujourd'hui, on le sait, Abraham Lokabanga, quand même, c'est une bataille gagnée. C'est peut-être pas la guerre, mais une bataille gagnée. Le vice-ministre des Congolais de l'énergie a réussi quand même, et avec le gouvernement, à réserver une part pour les élections à la diaspora. Vous êtes content quand même cette fois-ci? Oui, je tiens à féliciter, à remercier M. Antoine Boyamba, vice-ministre, pour cet effort. Je crois que lui est allé au-delà de ce que ses prédécesseurs n'ont pas fait. Car plus loin, c'est un homme d'ouverture qui, contrairement à ses pairs de gouvernement, a cette extraordinaire façon de pouvoir parler à toutes les personnes de tous bords. Personnellement, je l'ai eu à le rencontrer aux États-Unis, puis ensuite en France, et c'est un homme qui est ouvert. J'en parle, pourtant vous connaissez la majeure partie comment cette diaspora réagit par rapport aux membres du gouvernement, mais je crois que M. Antoine Boyamba est l'une des exceptions qui fait vraiment un cas d'exception à cause de son ouverture d'esprit et surtout à cause des actions qu'il mène. Plus près de nous, d'ailleurs, je pourrais le signaler, il a ramené le corps de Cynthia qui avait été notre compatriote qui a été tué sauvagement en Inde. Mais quand même, ces diasporas-là, c'est vrai, est-ce que vous vous constituez un lobby, une force? Parce qu'aujourd'hui, quand on prend l'exemple, c'est vrai qu'on n'aime pas comparer, mais on ne vit pas dans un monde clos. On voit la diaspora malienne, on voit la diaspora sénégalaise, la diaspora juive. Elles contribuent vraiment à l'épanouissement, au développement de leur pays respectif, ou leur pays d'origine. Mais on a l'impression qu'au Congo, c'est vraiment un... Comment exprimer un désordre total? C'est vraiment l'Al-Qaïda, c'est vraiment, on ne sait pas. Comment vous vous organisez? Vous revenez, chacun revient pour soi. Je me pose la question, même si Abraham Lokabanga ne vient pas pour faire partie du gouvernement, parce qu'on ne sait jamais dans ce pays. Alors, comment vous vous organisez, vous, pour participer au développement de la RDC, votre pays d'origine? D'abord, Madame Paulette, j'aimerais rappeler que les chiffres qui nous viennent des grandes succursales qui font des transferts financiers vers la RDC parlent d'un montant avoisinant les 5 à 7 milliards de dollars chaque année. C'est pour dire que la diaspora congolaise de tous bords est active. C'est informel, ça, hein? Évidemment. Tout à fait informel. C'est tout à fait informel, mais je crois qu'aujourd'hui, la majeure partie des véhicules qui viennent, le transport des véhicules, disons la vente des véhicules, la construction de certains immeubles, et surtout nous soutenons nos familles financièrement ici en RDC, pour les moins nantis. Il faut qu'on reconnaisse quand même qu'il y a ce gros effort-là, et ce gros effort qui a été fait. Parce que la première diaspora, ou les premières, c'était des diasporas qui allaient en Europe pour pouvoir d'abord acquérir des étudiants. Des étudiants. Je parlerai de Feu Papa Bomboko, plus près de nous, Étienne Tshisekedi, les premiers docteurs sont sortis de ces grandes universités. Puis ensuite, dans les milieux des années 80, je me souviens de fameux discours du président Mobutu qui félicitait une certaine catégorie de jeunes Zaïrois à l'époque, qui avaient compris que Kobe Talibanga, c'est son terme, qui sont arrivés en Europe dans les années 80, et c'est là qu'on a vu cette vague de véhicules combi qui ont aidé pour le transport, désengorger un tant soit peu le transport à Kinshasa. Et au fur et à mesure qu'il y a maintenant 2 ou 3 générations, les choses s'éclaircissent un peu plus. Et ce flux économique devient de plus en plus consistant. Tout ce qui reste à faire, je crois, c'est créer des infrastructures. J'espère que demain, nous serons les premiers à pouvoir mettre sur pied une banque de la diaspora qui aurait des succursales en RDC pour aider au développement, pour aider dans la construction des maisons et autres. Donc je crois qu'il y a quand même un projet. Mais ce qu'il faut retenir aussi, madame, c'est que cette diaspora est aussi divisée du point de vue de son engagement politique. Il y a ceux qui ont fait le choix d'aller en Europe, aux États-Unis ou partout ailleurs, ou peut-être en Afrique, pour des raisons économiques, qui se disent « Nati Kimboka, je vais à l'extérieur, dès l'instant où j'ai la nationalité, fini, basta, je retourne plus ». Et il y a ceux qui se disent, malgré le fait que je suis à l'extérieur, malgré le fait que j'ai des enfants, je voudrais quand même rentrer parce que j'ai vu, j'ai appris.
Et à l'instar de ces autres diasporas israéliennes et autres, pourquoi pas rentrer et créer des projets? Je crois qu'il y a des ONG gérées par des Congolais de la diaspora. Il y a des hôpitaux qui ont été créés. Parlons de Dikembe Mutombo, c'est quelqu'un de la diaspora. Même aujourd'hui, ceux qui suivent le match des Léopards, il y a un de nos membres de la diaspora, Florent Ibengue, qui est là à la tête de cette équipe nationale, qui fait du grand bien à toute la nation. Donc je crois qu'on est quand même là, mais on devrait mieux faire. Mieux faire, c'est consolider. C'est vrai qu'avant que nous entrons dans la rétrospective proprement dite, vous avez catégorisé un peu, en ayant le temps, les Congolais, cette vague des immigrés qui sont allés vers les années 70, vers les années 60, c'était pour les études, vers les années 80, c'était beaucoup plus des immigrés économiques, vers les années 2000, peut-être encore pour fuir le changement de régime. Mais maintenant, je pose la question des enfants qui sont nés là-bas. Comme les binationaux, comme on dit, on soulève d'ailleurs la polémique par rapport aux léopards. Il y en a qui sont nés là-bas, mais qui veulent participer à l'éclosion de la RDC. Votre point de vue par rapport à la binationalité, doit-on intégrer cette nouvelle donne-là de la binationalité ou la notion d'exclusivité de la nationalité congolaise est caduque, selon vous? Madame, le problème majeur que nous avons, c'est nos frontières. Parce qu'aujourd'hui, ce qui dérangerait le plus, c'est nos frontières de l'Est. C'est la peur du Rwanda. C'est la peur du Rwanda. Le Congolais est assez intelligent. Exact. Disons ça exactement. C'est simplement la peur du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda qui aujourd'hui font une campagne, font un travail néfaste, déciment nos populations à l'Est dans un seul but, de pouvoir faire du repeuplement. Dans ce cas-là, nous nous disons, on doit faire très attention. Je suis favorable à la binationalité. Mais cette problématique-là, tant que nous ne l'avons pas jugulée, je crois que nous pouvons encore attendre jusqu'à ce qu'on ait... Vous partagez le point de vue de Martin Fayulu qui disait octroyer cela, mais pas les Congolais qui vivent aux alentours de la RDC. Ça, on va traiter les cas pour nous éviter certains problèmes. Je crois que, j'abonde dans ce sens-là, c'est responsable. Bon, maintenant, est-ce que, en quoi, il faudrait d'autres éléments de cette binationalité, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on récupère? Moi, je me dirais, ce serait aussi très bon demain que nous puissions avoir des jeunes issus de la RDC. Je donnerai le cas de quelqu'un qui a émergé en Belgique, le sénateur Mampaka. Qui a été chauvin, d'ailleurs. Voilà, qui était chauvin. Donc, c'est important. Et je crois que Mampaka, tant bien qu'il est belge et qu'il travaille dans un gouvernement belge fédéral, reste quand même intrinsèquement congolais. Et à un certain moment peut toujours aider notre pays, aider ses compatriotes d'une manière ou d'une autre pour pouvoir mieux pénétrer, mieux s'intégrer. Donc c'est ce qu'on devrait voir. Pas simplement se dire que bon voilà c'est pour éviter les frais tels que les frais de visa pour entrer. Donc je crois que c'est bénin. D'ailleurs bon qu'est-ce que ça représente? Les gens ne voyagent pas. Nous allons entrer, mais la toute dernière question, le phénomène combattant. Aujourd'hui on le sent plus. Hein, on a l'impression que ça s'est essoufflé. Et il y a d'ailleurs une mauvaise langue, des mauvaises langues qui parlent qu'on les a carrément achetés les uns après les autres et on a essoufflé le combat. C'est aussi votre appréciation? Moi, je dirais que c'est complètement faux. Vous savez, qui était combattant? Le mot combattant est parti avec les combattants debout de l'UDPS. Ce sont moi les premiers combattants que j'ai connus. Puis il y a eu ensuite cette vague qui s'est levée vers les années 2000-2010 en Europe avec ce mouvement qui était en fait le relais ou le bras de certains partis politiques qui avaient perdu leur force sur terrain. Et compte tenu du manque d'impact ou d'organisation de certains partis politiques, je peux citer ici l'UDPS qui à l'époque, j'ai grandi en Europe, était le parti qui pouvait appeler à des marches. On a marché contre le président Maréchal Mobutu, contre d'autres personnalités. Le peuple était là. Mais il y a eu une nouvelle vague qui est venue avec ce combat. Mais le danger, c'était lequel? C'est que la violence a été parmi un des éléments qui a été souvent utilisé. Et lorsque les services des pays dans lesquels la majorité de ses confrères se retrouvaient, se sont mis à faire un travail, je te parle des services de sécurité, de la justice, et bien ce mouvement a commencé à s'étouffer petit à petit. Parce que beaucoup se sont retrouvés en prison, d'autres menacés d'expulsion. Bref, il y a eu une prise de conscience. Mais il y a un élément important qu'il ne faudrait pas omettre ici, c'est la politisation du mouvement. Il y a certains des combattants qui ont choisi une autre manière de faire le combat en termes de lobby.
je pourrais vous dire que nous, aux États-Unis, nous étions moins vus comme combattants comme ceux de l'Europe, mais nous avions eu l'opportunité de rencontrer tous les grands. Les sénateurs, disons, les responsables du département d'État, les envoyés spéciaux. Et j'aimerais dire que c'est aux États-Unis qu'en 2014, la première phrase concernant la non-possibilité de notre troisième mandat est sortie. Suite à une rencontre au mois de janvier, je m'en souviendrai toujours, nous étions 19 reçus par Ross Feingold, qui était à l'époque l'envoyé spécial. Au sortir de là, le discours des États-Unis envers la RDC avait changé. Le sénateur Kerry, qui était à l'époque, qui est toujours au département d'État, l'avait dit, il est venu à Kinshasa, il l'a rappelé, et lorsqu'il y a eu cette fameuse réunion entre les USA et l'Afrique, Barack Obama l'a rappelé tout clairement qu'il fallait respecter les constitutions. Donc ça, c'est un des acquis d'une certaine diaspora qui avait compris ce qu'on appelle aujourd'hui un combat intelligent. Par ailleurs, moi qui étais vu comme combattant, me voici dans une structure qui est le rassemblement, portant un costume, ne criant pas Ingeta sur le public. Merci. Merci beaucoup. Nous prenons maintenant la rétro proprement dite. Comme nous avons déjà ouvert la brèche par rapport aux élections, et bien nous ouvrons cette rétrospective par la CENI. Comme vous le savez, la CENI a réceptionné en tout cas des kits électoraux pour les élections dont la date, on connaît à peu près l'année, c'est probablement 2018 qui se tiendront les élections en République démocratique du Congo. Donc Corneille Nangaa est en train de réceptionner les kits et la réaction de Chéribert Okende qui était de la majorité présidentielle mais qui a claqué la porte aujourd'hui et qui fait partie aujourd'hui de l'opposition, qui réagit face ou par rapport à la centrale électorale. Plus de détails dans cet élément. Aéroport international de Njili ce vendredi dans la soirée. Des bagages, pas comme les autres, débarquent d'un avion cargo. Des colis sensibles à l'instar de la mission à accomplir. D'où cette supervision personnelle du président de la CENI. En effet, il s'agit des kits électoraux. Leur réception marque l'imminence du démarrage de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la première ère opérationnelle, comme prévu dans le chronogramme de la centrale électorale. Il était prévu la réception du deuxième lot de matériel qui devra couvrir les provinces du Haut-Katanga, Lualaba, Olomami, Sidoubangi, Mongala, Chouapa et Équateur. Nous venons, l'avion cargo qui est derrière nous, un Jumbo-Jet, vient d'amener plus de 42 tonnes de matériel et ça fait partie du premier lot des 7500 kits que nous attendons au courant de pendant cette semaine et la semaine prochaine. Kinshasa n'est pas le seul front ouvert par la CENI pour se doter des matériels censés mener à bon port cette opération qui va doter la RDC d'un nouveau fichier électoral. Au niveau du port de Mombasa, pour atterrir immédiatement au Lubumbashi, nous attendons plus ou moins 4 tonnes de groupes électrogènes qui vont commencer justement l'opération au niveau du Katanga, si bien que le reste des groupes électrogènes passent par Matadi pour arroser la partie ouest du territoire national. Et pour satisfaire la curiosité de certains, Nangaa, qu'accompagnait une forte délégation du bureau de la centrale électorale, va revenir sur les avantages de ces nouveaux kits par rapport à ceux de 2006 et 2011. Et les kits que nous recevons aujourd'hui sont des kits dédiés, dans la mesure où la cartographie est stabilisée. Et avec cette stabilisation des cartographies, cela fait que chaque kit qui part de l'usine est dédié à une entité bien déterminée, c'est-à-dire province, territoire, secteur ou chefferie et groupement bien connu et jusqu'à son village. En attendant et pour rien laisser au hasard, le numéro 1 de la CENI va inspecter l'entrepôt où sont conservés d'autres kits assignés à la même opération, celle de l'enrôlement des électeurs. Là, la CENI prouve à suffisance qu'elle est en train de préparer le lit du glissement, donc de la violation de la Constitution. Il faut tirer les conséquences sur le principe de la responsabilité. Le cycle électoral étant de 5 ans, aujourd'hui la question la plus pertinente c'est de savoir pourquoi on n'a pas respecté les délais constitutionnels et à qui incomberait cette responsabilité. En tirant les conséquences de cette responsabilité, on saura sauver la Constitution. Ce que je souhaite est qu'on n'élude pas la question de la responsabilité parce qu'on ne peut pas prétendre
diriger le pays sans être investi par ce souci-là de la redevabilité et responsabilité. Et je pense que, en commençant par le niveau supérieur, le président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, devra expliquer aux Congolais pourquoi les délais constitutionnels aujourd'hui ne sont pas respectés. Sinon, nous faisons un jeu insidieux de la violation de la Constitution, et ceux qui parlaient de procès d'intention, aujourd'hui, ils doivent se rendre à l'évidence que non, c'était un plan bien médité et bien concocté pour qu'on sorte de la Constitution du 18 février 2006 et qu'on prépare le lit d'une nouvelle dictature en République démocratique du Congo, ce qui n'est pas acceptable. On devra savoir que toute manœuvre pour échapper au respect, au délai constitutionnel, constitue la violation de cette constitution-là. Abraham Lwakabanga, nous l'avons vu, hein, le Corneille Nangaa a réceptionné les kits, donc le travail continue, où ça avance, ça vous apaise quand même. Le fait de voir ces kits arriver, vous êtes sûr, même si on ne respecte pas les dates, je pense que vous n'êtes pas pour le fétichisme des dates, mais sûr, il y aura les élections en RDC, vu les images réalisées par notre excellente consoeur Élisée Odia. Moi, je me pose une grande question, madame. Qu'est-ce qui justifie ce retard? Pourquoi aujourd'hui ou pourquoi hier et pourquoi pas il y a 1 année et demie, alors que Corneille Nangaa n'est pas un novice? Il était avec le pasteur Ngoï Mulunda, il est de la CENI, c'est un expert de la CENI. Qu'est-ce qui justifie cette volonté ou cette irrégularité qui fait que, aux dates prévues où ces kits devaient être distribués, ils n'en l'ont pas été? Victor Kamer, il a dit, c'est plus la peine, hein, c'est plus le temps de jeter, c'est comme le vin qui est déjà tiré, il faut le voir, il faut le boire, pardon, l'eau est versée, ça ne sert plus à rien, ça ne sert plus à rien à accuser les uns les autres, c'est déjà fait, on doit avancer, non? Parce que les responsabilités, Nangaa avait dit qu'il n'avait pas réceptionné, il n'avait pas eu l'argent du gouvernement. Le gouvernement a dit qu'il n'avait pas l'argent. Le gouvernement nous dit qu'il n'a pas l'argent, mais un immeuble intelligent a été construit, 350 millions de dollars. Une compagnie aérienne s'est levée, 50 millions de dollars. Je peux vous donner tout autant de chiffres. Mais ma grande question est de savoir, chers téléspectateurs qui nous suivez, pourquoi pendant 4 ans, le Premier ministre s'est présenté au Sénat, au Parlement, défendait un budget dans lequel il y avait une rubrique qui parlait de 250 millions de dollars. C'était pas de l'argent liquide, il a bien spécifié, il fallait chercher. Hein. Quand on présente le budget à Abraham Lwakabanga, vous êtes journaliste chevronné, vous savez qu'on n'a pas l'argent sur place, on doit rechercher les fonds, on doit lever, si je peux me permettre l'expression, lever les fonds pour concrétiser ce budget. Il n'avait pas cet argent liquide comme ça sur place. Mais qu'est-ce qui justifie que M. Tambwe Mwamba nous dise que les prochaines élections, ils ne vont pas demander l'argent à la communauté internationale? Où est-ce qu'il garantit qu'il va trouver cet argent? C'est mis quelque part dans une des caisses. Je crois qu'il est important, madame, que l'on puisse comprendre ici que malgré le fait que aujourd'hui la CENI semble huilée et organisée, il y avait une volonté manifeste de glisser. Et ce glissement-là, on le dit depuis pratiquement 2 ans. 2015, on a cessé de dire attention, attention, attention. Et aujourd'hui, c'est vrai, c'est la poudre aux yeux. C'est pour montrer à la communauté internationale qu'il y a une volonté de pouvoir le faire. Mais je pose la question, madame, pourquoi lorsque l'OIF est venu l'année dernière, qu'elle a demandé qu'on puisse faire cet enrôlement, l'enrôlement n'a jamais été fait? Et qui se rappelle encore que même ce gouvernement, en 2015, a été incapable de sortir 2 millions pour l'élection des gouverneurs à l'époque. Hein. Voilà, donc cette dichotomie, cette volonté-là manifeste de nos frères, parents de la majorité présidentielle. Et comme malheureusement, dit Chéribé Okende, le procès d'intention ne l'est plus du tout. Cette fois-ci, tout est là, par magie. visible. Moi, j'aimerais bien qu'on explique au peuple congolais, alors que tout récemment, le Premier ministre Matata Ponyo s'est même permis de dire qu'il revoyait à la baisse le budget. Mais, monsieur Matata Ponyo, si vous avez revu ce budget à la baisse, d'où vient l'argent? L'argent qui justifie. Donc, tout se résume, Abraham Lwakabanga, par la volonté politique des dirigeants congolais de ne pas vouloir explicitement organiser les élections dans les délais. Mais c'est quand même aussi un peu trop facile aussi. Hein. Un peu trop facile. Quand on n'est pas dans l'autre camp, on critique trop, on ne connaît pas trop les réalités aussi. Hein. Madame Gouvernet, le pétrole avait chuté à un moment, on n'avait plus d'argent et tout ça, il faut le comprendre. Madame Gouvernet, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Et lorsqu'on prévoit, on va vers des priorités. Qui se rappelle que dans ce pays, en 2012 ou 2013, il y a eu une volonté de faire du recensement?
Nulle part. En 2015, il y a eu un embrasement à la RDC, dû à quoi? Cette volonté de démembrer la RDC, donc de parler de passer de 11 à 26 provinces. Était-ce nécessaire? J'ai suivi les tribunes de... C'est constitutionnel, hein, oui, le découpage de la RDC constitutionnel depuis 2000, je crois 7, si je ne me trompe pas, quand on a... D'accord, mais on vous dira aussi que depuis 2006, certaines élections devaient avoir lieu et n'ont jamais eu lieu, notamment celles des sénateurs. Donc, je crois qu'il y a ici une volonté manifeste de nos amis qui ont peut-être fait une gestion à vue. Et par rapport à cette gestion à vue-là, on leur a fait une proposition. Ils demandaient 1,4 milliard pour organiser les élections. On leur a dit, écoutez, allons à l'essentiel, au présidentiel et aux législatives. C'est ça, c'est moins cher. Vous vous battez seulement pour la présidentielle et pourtant vous n'êtes pas tout blanc non plus à l'opposition, parce que quand nous qui recevons de fois les autorités de la CENI disent qu'ils avaient proposé à un moment un calendrier, l'opposition avait dit niet. L'opposition, c'est pas aussi le paradis. Hein. Madame, vous n'êtes pas innocent non plus. Hein. Personne ici ne pourrait dire qu'il est blanc comme neige. Mais voilà. Ce qui est important, madame, c'est de voir où se trouve la République aujourd'hui. Nous avons raté les grandes échéances. Septembre 2016 devait marquer l'annonce solennelle de la convocation des élections présidentielles. On a vu tous les subterfuges. Même nous qui avions ce jour-là accepté de battre la rue pour aller déposer notre mémorandum à la CENI, qu'est-ce que le pouvoir nous a fait? Ils nous ont tiré dessus avec près de centaines de morts qui sont tombés, paix à leurs âmes. Et je compatis avec toutes ces familles qui ont perdu les leurs. Mais est-ce que c'est de cette manière-là qu'on devrait faire les choses? Parce que moi, madame, vous savez, je suis arrivé dans ce pays le 27 juillet. J'étais dans l'avion du président Etienne Tshisekedi. Il y a eu des millions de Congolais dans la rue. Ce jour-là, il n'y a pas eu un seul mort. Le 31 juillet, il y a un meeting sur le boulevard du Triomphal. Il n'y a pas eu un seul mort. Qu'est-ce qui justifie que quelques jours après, un 19 septembre, alors que les mêmes Congolais sortent dans les rues... que vous avez préparé les jeunes, qu'il y a eu des machettes, qu'il y a eu de cocktails Molotov bien préparés, que les étudiants de l'ISTA que vous avez engagés, vous avez payé les étudiants de l'ISTA pour fabriquer des masques pour se protéger. Vous préparez déjà cet affrontement la veille ou quelques jours avant. Madame, j'aimerais vous dire, j'ai un jour eu le privilège de voir... les débris d'un gaz. Il était bien marqué en rouge que ce gaz-là est mortel, il peut tuer. Et j'ai compris que si demain, les hommes sortaient dans la rue sans se protéger, il y avait risque. Et on le dit si bien, c'est bien marqué dessus, attention, ne jetez pas ce gaz vers la population. Il doit y avoir des cas pour lesquels vous pouvez utiliser ces gaz lacrymogènes. Pourquoi ne pas utiliser l'eau chaude puisqu'il y a eu des camions? Ce serait peut-être moins nocif, puisque l'eau ne tue pas, à moins qu'on l'ait mélangé avec un autre produit. Donc c'était tout à fait normal et je crois humain de se dire, protégeons-nous parce que nous connaissons la brutalité de ceux qui sont en face. Et ceux qui ont ce jour-là eu à porter un masque, je crois qu'ils ont eu raison. Mais de là à nous qualifier pour dire qu'on a engagé, dites-moi, les caisses de l'opposition sont vides, madame. On n'a pas l'argent. Pourtant, vous avez un financier, guillemets, qui vous donne des millions. Vous croyez que tout le monde au rassemblement est bras ouverts à recevoir ces millions? Moi, j'aimerais bien les avoir. Madame, je vis ici à Kinshasa. Je crois que je vis sous mes fonds propres. Et si quelqu'un peut me prouver le contraire, qu'il lève le doigt. Donc, c'est facile. Aujourd'hui, tout le monde veut pointer Moïse Katumbi dans toutes les armoires. Si on mange, on boit un coca, c'est Moïse Katumbi. On achète des minutes de téléphone, c'est Moïse Katumbi. Non, arrêtez D'ailleurs, ce serait plus facile qu'il le laisse rentrer et qu'à ce moment-là, qu'on le file et qu'on le justifie. D'où passent les milliards? Revenons aux dates, c'est vrai. Est-ce que vous êtes vraiment pour les fétichismes des dates? Les réalités sont là. Soyez quand même, bon, si peut-être pas nationaliste ou patriotique, mais mettez quand même un peu d'eau dans votre vin, Abraham Lwakabanga. C'est fait, les élections ne se tiendront pas en 2016. Mettez un peu d'eau dans votre vin. Est-ce que vous êtes pour les fétichismes des dates? Non. Au niveau aux États-Unis, on nous dira ça fait déjà plus de 200 ans que les États-Unis se battent pour avoir cette démocratie. La France, c'est depuis 1789. Donc, ça se fait par étapes. Nous n'avons que 50 ans d'indépendance. Donc, nous sommes à peu près jeunes pour un pays. Donnez-nous quand même cette, comment je peux dire, cet apprentissage. Nous évoluons comme ça va pas, mais on est jeunes. Haïti, il y a un peu d'indulgence. Si je peux me permettre, Haïti qui a plus de 200 ans n'a pas su organiser ses élections. Et le président, qu'a-t-il fait? Il a simplement déposé. Ce que nous voudrions faire passer comme message ici, c'est l'irresponsabilité de nos frères
de la majorité présidentielle ne devrait pas dépasser les dates constitutionnelles. Comme ils ont été incapables d'organiser ces élections selon les échéances voulues, par une volonté manifeste, qu'on ne nous dise pas qu'il y a eu un manque d'argent, parce que nous pouvons le prouver. Qu'on ne nous dise pas qu'il y a eu que tel, comme j'ai eu à débattre un jour avec un des modérateurs ou un des communicateurs de la majorité qui se permettra de me dire que la guerre du M23 a été l'une des conséquences pour lesquelles cette guerre a duré pendant combien de temps. Donc je crois que madame, nous sommes souples et nous le disons, c'est d'ailleurs la proposition que nous disons, que nous voulons mettre un État à une période transitoire. Nous y entrons d'abord, d'ailleurs, tout doucement, pour gagner du temps. Nous prenons d'ailleurs le deuxième dossier, c'est par rapport d'ailleurs au rassemblement. Nous avons, comme vous le savez, s'est tenu le conclave du rassemblement cette semaine. D'ailleurs, tous les journaux, moi qui fais Webpress, tous les journaux ont titré d'ailleurs sur le dialogue et ce conclave, qui a gagné, qui a perdu par rapport au conclave. Donc nous suivons l'avant-papier de notre rédaction par rapport à ce conclave, l'adresse du président Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS, hein, je le précise bien, les résolutions sorties de ce rassemblement et évidemment la réaction des participants à ces conclaves. Ne vous laissez pas impressionner par les soi-disant résolutions d'une soi-disant dialogue que kabylistes ont tenu à la cité de l'Oïwa. Vous devez rester vigilant et mobilisé tant que le vrai dialogue ne sera pas tenu à Kinshasa. Vous vous rappelez que le 19 septembre 2016, nous avons donné un avertissement, mais le 19 octobre, nous lui donnerons une carte jaune. La carte jaune signifiant que 19 décembre, ce sera la carte rouge. Il faut rester attaché à votre organisation qui est le rassemblement et ne vous décevra pas. Que vive la République démocratique du Congo et que le rassemblement des forces politiques et sociales et que vive la République. Merci. Pour certains, ce conclave du rassemblement est le premier du genre de ce méga regroupement politique de l'opposition. Selon les sources proches de cette plateforme, il est question pour le rassemblement de se prononcer sur un certain nombre de questions en rapport avec les enjeux de l'heure, notamment les conséquences à tirer du fait de la non-convocation par la centrale électorale du scrutin présidentiel le 19 septembre dernier, la gestion du pouvoir après le 19 décembre. Du dialogue, il en sera également question lors de ce forum, nous renseigne-t-on par la même source. Ainsi, le rassemblement entend donner sa conception sur le dialogue politique inclusif conformément à la résolution 2277. Les événements du 19 et 20 septembre occuperont une bonne place dans les discussions. En principe, le travail de fond a déjà été abordé à travers les commissions mises en place quant à ce. L'on nous apprend aussi que les résolutions ont déjà été réversées dans la grande commission instituée à cet effet par le rassemblement. À en croire notre source, ce mardi, il ne sera donc question pour les délégués à ce conclave d'adopter les conclusions lors de la grande plénière et révéler les recommandations et les options levées. Un moment déterminant, qualifié de décisif par quelques observateurs avertis qui s'exercent aux prévisions sur l'avenir du pays. C'est présenté d'ores et déjà par certains comme l'événement de la semaine. Après Ginval, les composants du rassemblement ont tenu leur premier conclave. Un examen des sujets majeurs de leur pays ayant abouti à une prise de position des différents points inscrits à l'ordre du jour de ces assises.
D'abord en ce qui concerne les conséquences de la non-convocation du scrutin pour l'élection présidentielle par la CENI le 19 septembre. Pour le rassemblement, n'étant nullement responsable du blocage du processus électoral, les sanctions contre les institutions qu'il considère comme responsables de cette impasse s'imposent et il demande à cet effet la démission des membres de la CENI ainsi que ceux du gouvernement. De la fin du mandat du président de la République, ce regroupement politique de l'opposition estime que l'actuel président ne pourra plus engager le pays après le 19 décembre et suggère un autre mode dans l'exercice du pouvoir. Le régime spécial devant assurer la gestion du pays de manière à assurer l'organisation des élections dans le respect de la Constitution et des normes démocratiques. En outre, pour le rassemblement, toutes les institutions dont les mandats des membres sont à terme doivent cesser de fonctionner. S'atteler à l'organisation avec diligence des élections en priorisant les scrutins pour d'une part respecter la Constitution, dit-elle, et d'autre part éviter de troubler le choix des électeurs. La priorité doit être donnée à l'élection présidentielle, couplée comme par le passé avec les législatives nationales. Dans les délais de 30 jours maximum, à compter de la proclamation des résultats provisoires des élections présidentielles et législatives, les élections provinciales et sénatoriales devront être organisées de manière subséquente. Quant au dialogue politique inclusif, le rassemblement a présenté sa conception de ce forum au regard de la résolution 2277 sur fond d'une série de préalables et des garanties de ce qu'il appelle des bonnes fins. Mais avant, les membres du rassemblement ont réaffirmé leur attachement à l'accord global et inclusif signé à Sun City, qui selon eux n'a aucune autre alternative. Trois choses que vous devez retenir. La première, c'est l'ouverture que le rassemblement crée pour nous amener vers un dialogue inclusif. Ça, c'est très important. Deuxième élément important, c'est le rejet de l'affirmation selon laquelle la RDC Congo reste l'éternelle répétition des égarements. Troisième élément important à retenir, c'est que la RD Congo doit s'inscrire désormais dans la liste des nations civilisées par le respect de nos propres textes. Notre combat, à nous, c'est un combat fondé sur les valeurs et les principes. Nous allons porter les armes des valeurs et des principes. Nous allons porter les armes de l'esprit pour barrer la route à la barbarie. Le rassemblement, c'est la voix du peuple. Aujourd'hui, tout le peuple suit les rassemblements. La preuve vous a été donnée le 27 juillet quand le président Tshisekedi est rentré à Kinshasa. La preuve vous a été donnée le 31 juillet lors de notre meeting à l'esplanade des Martyrs. La preuve vous a été donnée le 19 et le 20 septembre. Le peuple est avec nous. Nous avons démontré le 19 septembre que le peuple est avec nous. Nous avons démontré le 19 janvier 2015 que le peuple est avec nous. Pourquoi il est avec nous? Parce que nous sommes du bon côté. Parce que nous soutenons le respect de la Constitution. Voilà pourquoi le peuple est avec nous. Abraham Lakabanga, nous y sommes. Régime spécial. Ça veut dire quoi? Le haut-toi que je m'y mette, parce qu'on ne comprend pas. C'était le dialogue où, selon l'invité que j'avais reçu la dernière fois, presque toutes les recommandations de Étienne Tshisekedi ont été discutées là-bas. Et on ne comprend pas l'absence de Tshisekedi au dialogue. Alors pourquoi créer encore un dialogue bis? Pour rechercher quoi? Simplement le départ de Kabila? Vous vous battez pourquoi en fait? Nous nous battons pour un état de droit en RDC. Nous nous battons pour que les valeurs républicaines soient respectées de part et d'autre. Nous nous battons pour que ce pays aille de l'avant. Madame, pourquoi un second dialogue? La question que chaque téléspectateur devrait se poser, c'est de savoir pour quelle raison un jour Edom Kodjo a déclaré qu'un dialogue sans Étienne Tshisekedi ne serait pas un dialogue. Ça vient du facilitateur. Il en fait un peu trop aussi, celui-là. Il en fait peut-être trop, un peu trop de surenchère, parce que c'est incontournable. C'est quand même l'avenir du pays. Il tient en main le destin de la RDC. Il ne peut pas comprendre que
sans lui, le pays peut couler. C'est pour cela que, vu certaines de ces affirmations ou conduites, nous l'avons, nous, recusé. À partir de la Belgique. Qu'est-ce que Deme Kodjo avait fait, au fait, pour que vous le récusiez avec autant de force? Et pourtant, c'est vous qui demandez la facilitation étrangère. Nous espérions avoir quelqu'un qui serait indépendant. Vu sa stature politique, il a quand même été Premier ministre dans son pays, il exerçait des hautes fonctions. On croyait qu'il allait vraiment venir pour aider la RDC à se réconcilier avec elle-même et à ce qu'elle puisse aboutir à un accord politique. Non, il l'a pas fait. D'ailleurs, raison pour laquelle le 31 juillet, le président Etienne Tshisekedi l'a appelé de kabiliste. Mais il dit d'ailleurs que vous aussi, vous avez signé avec le gouvernement des pactes, des accords, hein, pour partager le pouvoir. Bon, peut-être pas partager le pouvoir, mais il y avait quand même des accords. Il y a eu des pré-dialogues à Ibiza, à Venise et ailleurs. Vous avez signé quelque chose. Kodjo l'a dit. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Mais madame, Kodjo a dit une chose qu'il n'a jamais su démontrer. Je revois encore Félix Tshisekedi demander à ceux qui a la publication de ce document. Quelqu'un s'est permis d'en diffuser un. Je ne crois pas que nulle part on parlait de répartition des postes. Il n'y avait rien de tout cela. Et quand vous parlez de régime spécial... Non, mais ça c'est un des éléments aussi qui justifie notre récusation de M. Deme Kodjo. Comment pouvait-il se permettre, lui, de sa stature, connaissant l'aura qu'il a et l'audience qu'il a aujourd'hui, se permettre de faire une déclaration qui était fondée sur aucune preuve? Où est ce deal dont il lui prétend... Jamais eu deal, vous en êtes sûr? Il est où ce deal? C'est quand même un homme politique reconnu en Afrique. Est-ce que Kodjo peut inventer une chose pareille? Nous demandons clairement que l'on nous sorte ce document. La majorité présidentielle a tout l'arsenal médiatique, ils ont toutes les grandes chaînes. Je vous demande solennellement, chers messieurs, sortez-nous. Vous le savez aussi en Afrique, de fois, les écrits, mais peut-être que vous avez eu des accords verbaux. Ça peut se faire. Madame, je ne crois pas que, vu l'importance de ces accords, que ces derniers ne soient qu'un des accords tacites. Non, je ne crois pas. Je crois que pour engager les uns les autres... Pour gagner le temps, le régime spécial, ça veut dire quoi? Puisqu'on dit que c'est chasser une dictature, en guillemets, pour en mettre une autre. C'est quoi le régime spécial? Non. C'est pas constitutionnel, c'est où dans la Constitution? On ne comprend pas très bien. Madame, un régime spécial pour quelle raison? Parce que nous arrivons à une situation un peu spéciale. Je vais vous donner un cas. En février 2017, tous les députés tombent. C'est-à-dire... moins de 60 jours après la date du 20 décembre, il n'y a plus de parlementaires. Même Léon Kengo, qui pourrait se prétendre d'être président d'une transition, la Constitution ne lui accorde que 3 mois plus 1, donc c'est-à-dire en avril. Et encore, 3 mois plus 1 en organisant les élections. Or, nulle part le calendrier de la CENI tel que présenté actuellement ne nous donne des élections en avril 2017. Donc, ça ne servira à rien de laisser à monsieur Léon Kengo de conduire parce qu'en avril, on se retrouvera avec la même problématique. Le mandat du président celui-là, il ne souffre d'aucune interprétation, il s'arrête le 19 décembre. Nous disons simplement ceci. Selon la Cour constitutionnelle, le président reste la Cour constitutionnelle jusqu'à l'installation d'un nouveau président élu. Pour nous, il n'y a pas de problème. Mais vous voulez créer quelque chose? Nous ne créons rien, nous rappelons simplement qu'également la Constitution déclare que si le président n'a pas convoqué les élections, n'a pas facilité ou permis ou aidé à ce que les élections soient organisées en temps utile, il est accusé de haute trahison. C'est toujours cette même Constitution. C'est de là que nous disons ceci. Nous, de Rassemblement, sommes ouverts à un dialogue. Selon la résolution 2277. Ce qui s'est passé, c'était pas un dialogue. La cité de l'OIA, c'était pas un dialogue. Dites-moi, madame. Il y avait quand même des grandes figures de l'opposition. Parmi lesquelles? Qui, par exemple? On ne peut pas citer les noms, mais vous les avez vus. Ils étaient quand même... Donnez-moi un nom, parce que moi, personnellement... Fidel Caméré était là. Qui encore Je vous le concède. Vital Caméré... En fait, la grande figure, Vital Caméré était là. C'est le seul. Ce qui représente, il a eu les 6 ou 7% en 2011, c'est tout ce qu'il y a. Il n'a même pas la majorité... Troisième personnalité avant excusez-moi, il n'a même pas la majorité parlementaire du point de vue de l'opposition. Et je reviens à dire... Les 27 juillet, les 31 juillet et encore plus près de nous au mois de septembre, la population congolaise a montré qu'elle est derrière un leader qui s'appelle Etienne Tshisekedi. Personne n'a le monopole, personne n'a le monopole de la population. La majorité le dit aussi, ils peuvent appeler tout le monde dans la rue. Personne n'a le monopole de la population. À coup de 5 000 francs, on a vu le résultat. Mais j'aimerais rappeler, madame, que nous, du Rassemblement, nous étions réunis à Genneval,
où toute l'opposition, y compris l'UNC de M. Vital Kamerhe dont vous parlez aujourd'hui, qui n'était pas représenté, hein. Si, il était allé à son nom propre, hein. Celui qui était là était allé à son nom propre. Ça, c'est ce que lui a déclaré, parce que par après, et même tout près de nous, nous apprenons que Vital Kamerhe se considérait être toujours du rassemblement. Il y aura un rétropédalage de toutes les façons, parce que les assises de l'OUA vont aboutir. C'est un échec. C'est un échec. Je crois que c'était... Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous avez eu vos résolutions qui sont sorties de ce conclave. Le dialogue aussi. Comment ça va se passer aujourd'hui? C'est ces deux forces, il y aura... Exact. Nous avons une bipolarisation. Nous avons le camp de la majorité qui se trouve à l'OUA, plus le camp... Majorité réqualifiée, hein, parce qu'il y a... Oui, majorité et leurs alliés. Voilà. Et nous nous retrouvons, nous, du rassemblement, avec notre cahier de charge. Nous avons demandé, la communauté internationale est venue nous rendre visite. Elle a fait la même chose, a été rencontrer les responsables de la majorité. Nous voulons un nouveau facilitateur. Et un nouveau dialogue. Le vrai dialogue. Ce qui s'est passé, c'est comme les accords qu'il y a eu avant Sun City. Les accords de cascade, c'est exactement la même chose. a relevé encore l'accord global des Sun City. On y revient encore à l'accord global des Sun City? Madame, quel a été le fondement de cet accord-là? C'est ce qui a permis que les coups de canon cessent dans ce pays. Et c'est sur cette base-là que nous sommes arrivés à avoir une constitution, d'abord d'avoir un régime exceptionnel en +4, puis la constitution. Nous repartons sur cette volonté-là, parce que aujourd'hui, un certain camp de la majorité nous considère comme étant des putschistes. Oui, vous êtes des putschistes, c'est parce que vous voulez établir quelque chose qui n'existe pas. Parce que si eux nous appellent putschistes, peut-on les appeler traîtres parce qu'ils ont trahi la nation? Ils l'ont géré, ils l'ont emmené aujourd'hui vers un chaos. Tout ce que nous disons, c'est quoi? Il nous faut une situation exceptionnelle qui permettrait quoi? Compte tenu de certains non-dits de la Constitution, que l'on se retrouve autour d'une table avec un dialogue, dont le rôle sera lequel? De définir d'une manière crédible, d'une manière consensuelle, d'une manière inclusive, un calendrier électoral tenant compte des réalités. Pas un calendrier qui, comme on l'entend M. Nanga le dire, qui nous ramène vers 2018. Non, c'est inconscient. Mais il est technicien, il sait de quoi il parle quand même. La RDC est grande, pardon, avec, vous avez vu tout ce qu'il a donné comme chiffres par rapport au territoire, et tout ça. C'est quand même pas facile. Nous n'avons pas les mêmes infrastructures que les États-Unis. C'est pas facile aujourd'hui de prendre ces kits-là qu'il a et de la porter par exemple à Boende. Il faut traverser mer et rivière et océan. Vous soyez quand même aussi compréhensif. Madame, nous sommes compréhensifs et nous disons, et c'est ce qui est plus grave, nous disons que c'est toujours possible. Je vais peut-être étonner plus d'un. Les jeunes des Filimbi ou de la Lucha ont fait une proposition en disant quoi? On peut toujours organiser les élections en 2016. Ils ne sont pas spécialistes, les gens de la Lucha? Non, ils ont fait une proposition qui peut commencer à faire réfléchir. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont simplement demandé que toutes les personnes majeures se présentent à leur point et qu'ils se fassent enrôler. Le même jour? Le même jour. Ça peut prendre 2-3 jours, mais ça va nous permettre de juguler tout cela. Vous n'avez qu'à demander aux gens de venir. C'est une proposition à laquelle je suis sûr, et ça c'est malheureusement, parce que personne ne veut des élections, on peut voir des deux côtés, opposition, pouvoir, peut-être qu'il y a quelques difficultés, ça c'est une chose. Mais madame, nous voulons un régime spécial, pour la simple raison que nous voulons que les choses se fassent bien. Qui sera la tête de ce régime spécial? C'est ça d'ailleurs le nœud du problème. C'est Étienne Tshisekedi, vous voulez mettre Étienne Tshisekedi? Nous avons proposé Étienne Tshisekedi. Pourquoi? Pour une période transitoire. Pourquoi lui? Pourquoi pas lui, ce serait la question. Non, c'est moi qui pose la question. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Parce que de la grande frange de la population, aujourd'hui qui se trouve derrière l'opposition, institutionnelle et non institutionnelle, a montré clairement qu'elle suit un certain leader. La preuve, ville morte à Kinshasa, on a vu. Réussi. École morte, on a vu. Est-ce que le pouvoir voudrait-il encore nous voir démontrer le 19 octobre ce que c'est le carton jaune? Nous pouvons le faire. La preuve aujourd'hui, le dollar grimpe. Beaucoup de ces personnalités font voyager leur famille. Ça, c'est une chose à laquelle on ne parle pas ici. Que vous ne sacrifiez pas ce peuple-là aussi. Nous n'allons sacrifier... Au détriment de vos intérêts. Madame. Parce que quand le dollar grimpe, permettez-moi, aujourd'hui on va être froide, quand le dollar grimpe, tu sais qu'il y a des dollars chez lui. Quand le dollar grimpe, je vous en prie, nous réfléchissons. Quand le dollar grimpe, Matata a des dollars chez lui. Quand le dollar grimpe, Bochab a des dollars chez lui. Mais quand le dollar grimpe, c'est pas moi qui ai des dollars, c'est pas toi, c'est pas le pauvre Congolais qui trime. Est-ce qu'on veut sacrifier cette population parce que vous voulez mettre Tshisekedi à la tête? Oh non, nous disons simplement ceci. Nous reconnaissons le combat d'un patriarche. Le combat de quelqu'un... C'est la récompense de son combat depuis 1960. Nous pouvons même aller plus loin, madame. Aujourd'hui, pourquoi on parle du dialogue? Le dialogue revient simplement à cause des élections de 2011.
Flawless était le mot utilisé par les Américains. Ça voudrait dire des élections pas très crédibles. C'est ça notre problème aujourd'hui. Notre premier contentieux, c'est 2011. C'est ce qui nous amène dans cette crise aujourd'hui. Les gens veulent l'éluder. Tshisekedi a toujours réclamé qu'il avait été le vainqueur des élections 2011. Nous disons quoi? Période transitoire, nous allons les décider ensemble. Quoi? 12 mois, 15 mois, 18 mois, arrangeons-nous. Avec une seule mission, qui est laquelle? Organiser des élections. Période. Après cela, nous allons toucher aux lois et vite revenir à la Constitution. Nous sommes dans un... Vous allez mettre la Constitution... Vous allez mettre la Constitution Nous ne pouvons pas la mettre au frigo, mais nous disons que si nous tombons dans un accord, comme on a eu celui de Sun City, cet accord-là, de toutes les franges, a été opposé ou apposé à tous les Congolais. C'est pour cela que nous disons, sans exclusion, que nous voulons voir tout le monde venir dans cette dynamique. Par ailleurs, la C'est ce qui va se tenir en Angola? C'est ce qui va se tenir en Angola? En Angola, je crois que les présidents de certains pays africains, conscients de la démarche biaisée de notre gouvernement, sont en train de prendre les choses en main. Et je crains fort que... Il y aura un autre édit qui va prendre encore 50 jours. Hein. Madame, vous savez, c'est malheureux de voir que, je vous dirai, je rappellerai à ceux qui nous suivent, le 27 juillet, j'étais dans l'avion avec Étienne Tshisekedi, nous étions revenus ici pour le dialogue. Et jusqu'à présent, Étienne Tshisekedi est chez lui à Limité. Il attend toujours ce dialogue. Il attend toujours, il a toujours appelé. Nous continuons, nous prenons maintenant la réaction, comme vous le savez, la communauté internationale est en train de réagir par rapport à la RDC. D'ailleurs, on se pose la question, pourquoi ce regard vraiment braqué sur la RDC? Eh bien, notre rédaction a réfléchi par rapport à la déclaration de la Grande-Bretagne sur la RDC. Évidemment, la CAGE a parlé par rapport aux sanctions que prône la Belgique sur la RDC. C'était parmi les positions les plus attendues sur la crise congolaise. Voilà qu'elle vient enfin d'être révélée après celle des États-Unis, la France, l'Union européenne ainsi que le Conseil de sécurité de l'ONU. D'emblée, il faut retenir que comme ses pairs, la Grande-Bretagne est pour l'alternance démocratique en République démocratique du Congo. Le pays des Thérésia Mel s'est dit également conscient du risque pouvant donner lieu à une guerre civile au pays de Lumumba, d'où sa disponibilité de soutenir le processus électoral sur le plan financier et diplomatique, avec son souhait de voir l'élection présidentielle être convoquée en 2017 avec une date précise à fixer par la CENI. Cette grande puissance européenne, à travers son ministre des Affaires étrangères chargé de l'Afrique et Moyen-Orient, propose un nouveau dialogue en vue d'un nouvel accord politique, ce avant d'exhorter Kinshasa à prendre rapidement ses responsabilités pour encourager une passation pacifique et démocratique du pouvoir. Voilà les aspirations du Royaume-Uni exprimées à travers Tobias Eloud pour le pays de Joseph Kabila. Il ne faut jamais vouloir être dans la peau de ceux qui sont sanctionnés aujourd'hui, parce que si vous pouviez parler avec eux, ils vous diront que ce n'est pas une bonne chose. Et nous n'avons jamais souhaité que ces gens soient sanctionnés. Mais en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous n'avons pas d'autre choix que de recourir à ces moyens de contraintes pour pousser ces gens, ces obstacles à laisser le processus démocratique reprendre son cours normal et pousser ces gens à comprendre que le fait d'être dirigeant n'est pas un chèque en blanc, n'est pas une carte blanche pour brimer la population, pour commettre impunément des crimes ou des violations graves des droits de l'homme. Donc que le monde d'aujourd'hui n'offre plus de sanctuaires aux violateurs des droits de l'homme. C'est des sanctions qui ont réellement de l'impact. Vous verrez dans les jours à venir, ceux qui ont la possibilité d'en prendre vont encore en prendre, et ceux qui s'entêtent finiront par s'étouffer. Ce sont des sanctions légales qui répondent à la force du droit international, et nous nous en félicitons. Ça doit continuer ainsi, parce qu'il n'y a pas moyen de faire plier ces gens-là autrement. Nous n'encourageons pas les recours à la violence, mais les recours aux moyens des droits sont encouragés. Quand c'est valable, quand c'est dans les conditions
où il faut obtenir la protection des droits des autres, les droits de l'homme acceptent pour qu'on sanctionne ceux qui violent les droits des autres. Abraham Lwakabanga, la RDC, aujourd'hui la communauté internationale. Prenons les exemples. La Grande-Bretagne se lève, dit qu'il va sanctionner. La Belgique se lève, déjà les sanctions sont tombées, restriction de visa pour les autorités et tout ça. Les États-Unis demandent le rapatriement, par exemple, du personnel non essentiel, bien qu'aujourd'hui j'ai appris qu'on a levé la mesure. Exact. Alors pourquoi un tel comportement vis-à-vis de la RDC? Pourquoi pas par rapport aux autres pays? Nous prenons la France aujourd'hui, nous avons suivi le propos du ministre Hérault, si je prononce bien ces mots, par rapport à la RDC. Mais pourquoi ils n'ont pas la même attitude par rapport au Congo-Brazza, au Sénégal, Burundi, Rwanda et les autres? Pourquoi nous accabler comme ça? Je ne crois pas qu'on nous accable, nous, d'abord, on accable un certain gouvernement qui représente son peuple. D'accord. Il a élu. Oui et non. En 2011, après les élections présidentielles, le premier pays à reconnaître la victoire du président Joseph Kabila, c'était les États-Unis. Qu'aujourd'hui, M. Lambert Mende recuse. Que d'autres aujourd'hui attaquent. Parce que le jour où les États-Unis ont dit, bon, voyons, nous y croyons, même si on fait des recomptages ou autre chose, ça ne va rien changer comme ordre. Là, la majorité présidentielle était d'accord. Pourquoi aujourd'hui cette même majorité présidentielle, lorsqu'on la pointe du doigt pour dire attention, vous n'avez pas été correct par rapport à ce que vous aviez déclaré que vous allez faire? C'est ça la sanction. Plus loin, madame, qu'aujourd'hui on sanctionne le général Kanyama. On a eu 450 morts dans une fosse publique ici à Kinshasa. Ça n'a jamais été prouvé. Hein? Voilà. On a perdu Floribert Chebeya. Le procès se déroule aujourd'hui au Sénégal. Le nom du général Numbi était cité. Tango Fort a été cité. Déjà à un certain moment, quand il y avait la guerre à l'Est, vente d'armes, bref, des situations, un imbroglio, on l'a même retrouvé dans une commercialisation des matières premières et tout ça. Je crois que c'est la résultante des travaux que font les ONG qui sont sur le terrain, le droit de l'homme. Et que dire? Ida Sawyer, on l'a remballé de la RDC. C'est notre souveraineté, c'est notre droit. Si on sent que la personne n'est pas correcte, bon, on dit que bon, on use de notre souveraineté, comme le ministre des Affaires étrangères l'a fait, le droit de réciprocité aussi, la RDC a décidé, on restreint aussi les visas pour les autorités belges. Mais qui va être gagnant, madame, dites-moi? Pouvons-nous aujourd'hui, alors que près de 60% de notre budget sont financés par l'extérieur, jouer à ce petit jeu-là? Et donc accepter n'importe quoi parce que nous sommes faibles? Mais madame, la résultante de ceci, c'est quoi? Messieurs du gouvernement, vous aviez 5 ans pour organiser les élections, vous avez failli. Vous avez le matériel pour pouvoir arrêter une émeute sans qu'on tire à balles réelles. Vous tirez des balles réelles. Vous tuez, vous arrêtez, les gens disparaissent. Bref, il y a un désordre. Vous ne respectez pas les droits. Que voulez-vous qu'on vous dise? Ailleurs, on respecte les vies humaines. Pourquoi on ne peut pas respecter les vies humaines ici, maman? Pourquoi? Pourquoi pas? C'est ma question. Vous vivez aux États-Unis. Je prends l'exemple. Quand on voit, par exemple, comment les policiers américains abattent les Noirs, et pourquoi Human Rights Watch ne va pas aux États-Unis pour plaider, pourquoi la Belgique ne lève pas les tons par rapport à ça, pourquoi la France ne tape pas du poing sur la table par rapport à cette situation. Aujourd'hui, il y a une négrocide aux États-Unis. Aujourd'hui, on est en train de tuer les Noirs, on est en train d'éliminer les Noirs presque. Ils se lèvent aujourd'hui avec le mouvement Black Lives Matter pour dire non, ça va. Madame, vous savez... C'est un génocide aux États-Unis aujourd'hui. Bon, génocide, oui, c'est normal. Parce que c'est une race bien ciblée. Oui, parce que cela est déterminé, mais je crois que c'est un problème interne. Les États-Unis n'ont pas les mêmes difficultés que les nôtres ici. Économiquement, le pays avance. L'accès aux études est là pour tout le monde. L'eau et l'électricité sont fournies. C'est pas le désordre que nous vivons ici. J'ai encore vu aujourd'hui un rapport d'une des institutions de Bretton Woods qui montre que la RDC est le dernier pays. C'est le pays le plus pauvre au monde. Vous trouvez ça normal, vous, madame? Avec tout ce que nous avons comme richesse? 418 $ l'an. C'est-à-dire moins de 2 $ par jour. Voilà comment vit le Congolais. Non.
Ne comparez pas avec les États-Unis où les gens vivent décemment, ils ont accès au crédit et autre chose. Ça ne se fait pas. Mais c'est pour ça que les ONG ne peuvent pas leur dire que non, même si vous mangez bien, même si vous buvez bien, même si vous étudiez bien, vous avez le droit de tuer les Noirs. Ils ne peuvent pas le dire. Non, je crois que de ce côté-là, il y a déjà des mouvements qui se sont levés. Le président, parce que ne l'oubliez pas, c'est pas le président des Noirs, c'est le président de tout le monde. Mais la couleur de sa peau le limite également dans ceux qui devraient dire, mais il a déjà fustigé cela. Je crois que petit à petit, les choses vont pouvoir revenir en place. N'oubliez pas que la communauté noire ne représente que 30 millions sur les 300 millions. C'est 10%. C'est 10% à peine. À peine. Donc, mais ce qui est grave, madame, c'est de voir quoi? Béni. Quand on revient à RDC, parlons du cas de Béni. 6 millions de morts à l'Est. Comment vous vendez ça, vous qui êtes aux États-Unis? Comment permettez-moi, aujourd'hui, je parle à quelqu'un, parce que quand vous êtes à l'extérieur, vous dites que nous, les journalistes congolais, nous ne travaillons pas, nous sommes peureux, nous avons peur de dire les choses et tout ça. Mais comment vous, à l'extérieur, vous vendez Béni? Comme les Rwandais, aujourd'hui, on fait passer leur génocide, il y a même une certaine opinion qui n'y croit plus d'ailleurs. Donc, mais comment vous vendez Béni? Comment vous vendez les morts congolais? Madame, comment ça ne passe pas dans l'opinion internationale? Comment ils ne se rendent pas compte qu'il y a un génocide silencieux au Congo? Madame, lorsque les Rwandais se sont mis à vendre leur génocide, c'est un programme soutenu par leur gouvernement. Aujourd'hui, les Congolais de l'étranger, lorsque nous allons parler de Béni, c'est majoritairement les originaires de Béni et les opposants au régime actuel. Parce que le pouvoir ne veut pas montrer ce qui se passe à Béni. Parce que c'est grave, même lorsque le président de la République se retrouve à Béni, on tue quand même à Béni. Il y a un problème. Moi, je pose la question de savoir pourquoi aujourd'hui le général Bisengimana préfère nous montrer ces gros véhicules anti-émeutes à Kinshasa, au lieu d'en envoyer ne fût-ce que 1 ou 2 à Béni. Pourquoi on ne peut pas le faire? Si je pousse encore plus loin, madame, le général Mamadou Ndala, il est mort de quoi? Ce monsieur qui avait commencé à faire un travail, paix à son âme, à l'Est et qui a pacifié l'Est. Comment se fait-il qu'il a reçu une requête sur son véhicule et que son procès, tous ceux, il n'y a pas eu que lui, le général Baouma aussi, tous ceux qui ont essayé un temps soit peu de pacifier, encore je crois qu'il y a un excellent général de la Deuxième République, son nom me reviendra, qui est mort en Afrique du Sud, Seigneur, j'espère que vous allez me ramener son nom. Tous ceux qui ont essayé de faire un travail de pacification à l'Est, malheureusement, ils sont passés. Qu'est-ce qui se passe à l'Est? Qu'on nous explique. Pourquoi depuis que le président, que l'AFDL est là, on a des problèmes avec l'Est de la République? Est-ce que c'est vrai qu'il y a un deal entre ceux qui étaient venus dans l'AFDL, appelés à l'époque conglomérat d'aventuriers par lui-même, feu Laurent Désiré? Y a-t-il un deal qui aujourd'hui justifie que ce soit récurrent? Tantôt c'est l'ADF Nalou, avec les tenues des FARDC, tantôt c'est Koné, qu'on n'a jamais retrouvé. Bref, l'Est vit dans une situation de tumulte qui n'en finit pas. Est-ce que par rapport à cela, ne méritons pas de voir certaines sanctions? Surtout que même la justice congolaise ne suit pas. Je crois que nos partenaires, qui eux sont plus responsables, entre guillemets, mais qui sont également les premiers privilégiés, excusez-moi, dans cette affaire, lorsqu'ils nous aident dans cette démarche, qu'on ne se pose pas des mauvaises questions, mais qu'on se regarde en se disant, est-ce qu'ils ont raison ou pas? Et pour preuve, madame, lorsque vous prenez un nom ou deux, je crois que nous avons même reçu une prochaine liste. Là, je préviens les autorités congolaises, il y a une deuxième liste qui est en train de venir. Mais quand on dit, par exemple, c'est vrai, aujourd'hui, quand on dit on sanctionne, les États-Unis sanctionnent, par exemple, le général Kanyama, ça veut dire quoi? Si j'explique ça à ma fille aujourd'hui, on sanctionne comment? Parce que lui, il dit qu'il n'est jamais allé aux États-Unis, qu'il n'a pas d'avoir aux États-Unis. Les États-Unis les sanctionnent. Ça veut dire quoi, pratiquement? Madame, voilà ce qui peut se passer. Effet boule de neige. Il est sanctionné aux États-Unis. Les États-Unis vont faire pression à l'Union européenne et à l'Union africaine. Là, je crois qu'après cela, le général Kanyama va comprendre que cette sanction... C'est pas aussi anodin qu'on le pense. On ne peut pas négliger tout ça. Ce n'est pas anodin et ça peut faire très mal à un certain moment. Et là, ce n'est que le département du Trésor. Imaginez qu'aujourd'hui, Mme Fatouma Ben Saouda de la CPI qui dit qu'elle jette un regard sur la RDC, qui a déjà commencé avec le Gabon d'ailleurs, se décide aussi de s'y mêler. Ça risque de faire encore bien plus mal. Je crois que, comme tout se dit, tout se paye ici-bas. Moi, j'appelle nos autorités à beaucoup plus de clémence, à beaucoup plus de rationalité, d'humanisme. Ne tirez pas sur une personne qui n'a pas une arme devant vous. C'est anodin. Vous êtes entraîné, la République vous paye
pour pouvoir maîtriser les gens, maîtriser-les correctement. Nous ne voulons pas voir ces massacres. Ce sont des hommes, ce ne sont pas des animaux. Nous allons terminer, comme on parlait déjà des morts, et bien nous terminons par une note triste. Comme vous le savez, nous avons perdu une intelligence de notre pays, le vice-président de l'époque, chargé de social, si je ne me trompe pas, Arthur Zaidi Ngoma, a tiré sa révérence. Donc nous allons dresser un peu son portrait ici à Congo Web Télévision pour lui rendre hommage. Et évidemment, nous allons parler aussi de l'hommage rendu aux policiers tombés dans l'exercice de leur travail le 19 et 20 septembre dernier. Évidemment, les morts aussi, le MLP, le parti cher à Franck Diongo, a voulu aussi rendre hommage à ces combattants morts sur le terrain. Homme des cultures, homme des sciences et même d'État congolais, des renoms, Arthur Zaidi Ngoma est né à Kalima au Maniema le 18 septembre 1947. Déjà en tant qu'étudiant à l'université Lovanium, Zaidi Ngoma avait annoncé ses couleurs politiques contre le régime Mobutu. Un combat aussi risquant qu'avantageux pour lui car après son arrestation et sa détention à la prison de Makala, l'homme va réussir après son évasion de la prison de se retrouver en France où il va poursuivre ses études universitaires, d'abord à l'université d'Orléans, sanctionnée par une licence en droit, puis à l'université de Paris, Panthéon-Sorbonne, où il a obtenu son diplôme de doctorat d'État en droit. Ancien fonctionnaire de l'UNESCO, Zaidi Ngoma fut responsable mondial de l'UNESCO pour la paix. D'ailleurs, c'est son arrestation et condamnation à la peine de mort par le régime Kabila qui va entraîner en 1998 la rupture de coopération entre UNESCO et la République démocratique du Congo. Sur le plan politique, il va faire ses premiers pas au sein du RCD qu'il va quitter pour créer l'UCP afin de défendre l'impératif du dialogue entre Congolais. Partisan et signataire de l'accord global et inclusif, Zaidi Ngoma fut élu vice-président de la composante opposition au dialogue intercongolais avec pour conséquence son entrée au gouvernement 1+4 comme vice-président de la République chargé des affaires culturelles et sociales. Fonction qu'il a assumée avec courage, brio et responsabilité au profit du peuple congolais. Drôle des coïncidences, c'est aussi le 5 octobre, journée dédiée aux enseignants, que M. Zaidi Ngoma a quitté la terre des hommes à l'âge de 69 ans. Ainsi, la nation entend rendre des hommages mérités au président du camp de la patrie pour ses loyaux services. Paix à son âme. La police nationale congolaise pleure ses morts. Conséquence des événements tragiques survenus à Kinshasa le 19 et 20 septembre dernier. À la morgue centrale de Kinshasa, les familles éprouvées assistent inconsolables à la levée de corps des leurs, victimes disent certains de l'intolérance et de la barbarie qui ont caractérisé les deux journées, le tout sous le regard du commissaire général de la police nationale congolaise qu'accompagnaient d'autres officiers et sous-officiers de la PNC. De la morgue, destination commissariat général de la police. Ici, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, le ministre des Médias ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa ont tenu personnellement, au nom de la nation et de la ville, à assister aux derniers hommages rendus à ces agents qui se sont dévoués jusqu'au sacrifice suprême pour la cause du pays. Parmi eux, 3 hommes et une femme. C'est avec grande émotion et indignation que je me dois, au nom de toute la communauté policière, de présenter mes condoléances le plus attristées aux familles de ces victimes innocentes. Toute ma pensée pieuse pour ces compagnons d'armes qui, en train de servir sous le drapeau, ont trouvé subitement la mort dans des conditions extrêmement tragiques et inacceptables. Au nom de la République, tous seront décorés à titre posthume et élevés au rang de sous-commissaire. C'était bien avant le départ pour l'enterrement au cimetière nécropole entre ciel et terre, devant une assistance qui a eu du mal à contenir ses émotions.
Une ambiance toute particulière a régné ce mercredi au siège du MLP dans la commune de Kasavubu. Les partis Chirafang Diongo a voulu rendre un dernier hommage à ses membres décédés lors des événements survenus à Kinshasa les 19 et 20 septembre dernier. Pour le président national du mouvement lumumbiste progressiste, le sang de ce mort criera vengeance. Moto oyo akufi na masasi na cause ya mboka. La personne qui est tuée par balle à cause du pays, on ne le pleure pas, parce que son sang criera en vengeance. Ce sont des martyrs, mais toutefois, les Congolais sont déterminés. La cause de la mort de Papi, nous allons lutter jusqu'à la victoire et nous allons pleurer jusqu'à obtenir l'alternance. Un des membres des familles de personnes décédées réclame que justice soit faite. Au nom de cette fille malheureuse, une fille avec enceinte d'abord, qui a laissé un enfant de 3 ans, dont ce mari a battu parce qu'il a voulu que la constitution soit faite. Je pense qu'il faudrait que la justice soit faite sur ce sujet. Il faudrait que la justice soit là. C'est ignoble, c'est pas bon. Signalant qu'au total 4 corps sur le 12 membres du MLP tués lors de récents affrontements à Kinshasa sont passés par le siège de cette formation politique avant d'aller au cimetière. Abraham Lokabanga, c'est quand même triste de voir des images pareilles, mais comme on est des pros, on essaie de garder notre sang-froid. Mais moi, j'aime relever en fait, et je le dis toujours, les noms. Ces victimes, ces gens qui sont tombés avaient un nom. Moi, j'ai suivi personnellement le président français François Hollande rendre hommage aux victimes du terrorisme. Et je leur ai dit, 212 noms égrenés. On les appelait, on rendait hommage. Pourquoi vous ne le faites pas? Ils avaient un nom. Pourquoi ne pas tenir un moment, citer les noms de ces gens pour que les gens sachent que celui-là existait, il est tombé. Ce ne sont pas des anonymes, ils existaient, c'était des êtres humains. C'est pertinent ce que vous dites, madame, et j'aimerais vous dire que lorsque nous avions assisté aux obsèques à l'UDPS, les noms des 7 combattants qui étaient tombés étaient bien repris, avec leurs photos, leurs réfugiés, leurs familles étaient là. Mais comme il y a encore une enquête, les enterrements n'ont pas encore été faits. Nous avions également participé à ceux du MLP de parti de Franck Diongo. Sur les 12 personnes dont les noms sont réellement repris, par ailleurs, il a porté plainte contre le gouverneur de la ville, contre les autorités de la police pour les assassinats, c'est leur thème, de ces membres-là. Les noms sont bel et bien repris. Je crois que les autres partis politiques continuent à faire cette même démarche-là. Et ce qui serait important, c'est que la date du 19 septembre soit considérée dans plusieurs partis politiques. On aura beaucoup de dates pour les martyrs dans ce pays. Hein. Madame, vous savez, il y a quelque chose qui me fâche. C'est que je sais que cette police est capable. Mais on les a quand même aussi. Il y en a qui sont tombés, bien que on dit que nous, on met trop l'accent sur les morts, les civils. Mais il y a eu quand même aussi des hommes en uniforme qui sont tombés. Mais eux, on les a rendu hommage officiellement quand même. C'est quand même une bonne chose. Ils sont tombés dans l'exercice de leur travail. Qui a tiré, qui n'a pas tiré, la justice établira les responsabilités. Mais c'est quand même bien de rendre quand même hommage aussi aux hommes. On doit le faire et on doit aujourd'hui valoriser l'être humain. D'ailleurs, et là je voudrais présenter mes condoléances à toutes les familles de ces policiers qui sont tombés et à leurs responsables immédiats. Je crois que la chose que nous devons mettre ici en exergue, madame, c'est que la violence entraîne la violence. Je ne cesse de dire, le 27, je suis rentré à Kinshasa, j'ai vu une marée humaine. C'est cette même marée humaine qui est sortie le 31. Qui est sorti le 19. Peut-être pas avec les mêmes intentions non plus, c'est ce qu'on dit. Hein. Madame, on est journaliste, on a posé une question, donc ils n'avaient pas les mêmes intentions, ils avaient déjà l'intention de casser, on pensait qu'ils se dirigeaient droit vers le palais du peuple au Boulet, comme au Burkina Faso, donc ne prenons pas aussi nos autorités pour des gens qui ne font pas leur travail, ils ont peut-être dit des informations en pensant qu'ils se dirigeaient vers le palais du peuple. Prenons la chose. Ça s'est fait au Gabon, nous, on a brûlé le palais du peuple. Malheureusement, samedi 17 septembre, nous étions tous au siège des FONUS lorsque le numéro 1 de la ville est venu. Après un long entretien, une longue discussion, il a fini par accepter. Parce que l'acceptation de la marche du 19
ne l'a été que le 17. Et il le dira clairement devant un parterre de journalistes que c'est ce jour-là qu'il a pris la décision, après avoir menacé d'une certaine manière les organisateurs en leur disant « faites attention, pas de casse et autre chose ». Nous savions une chose, madame, c'est que le point de jonction, c'était les FONUS, et qu'il y avait plusieurs départs, des départs de Kitambo. La question, Abraham Lokamanga. Oui, oui. Pourquoi n'avoir pas mis des bus pour prendre ces gens-là et les amener, pas les voir marcher, puisque le point de rassemblement, c'était l'échangeur, si je ne me trompe pas. Non. C'était pas l'échangeur, le point de rassemblement? Non. C'est pour ça que je vous dis. C'était où le point de rassemblement? Madame, le point de rassemblement était le siège des FONUS. Bon, non, que ce soit le siège des FONUS. Oui. Pourquoi n'avoir pas pris vos responsabilités, prendre des bus, louer des bus? On ne peut pas dire que l'opposition n'a pas d'argent. Louer des bus, prendre ces gens-là, partout où ils sont, et les amener à ce point de rencontre, et ensuite marcher. Parce que ces gens-là venaient en masse, les autorités peuvent se poser aussi de questions. On ne sait jamais qui peut s'infiltrer dans les marches et tout ça. Voilà. Je reviens vers vous, madame. Ces mêmes personnes qui se sont rangées les 27 juillet, elles venaient d'où? Toutes ne sortaient pas de Kingasani ou de la Tchangou. Elles venaient de certains endroits. La même chose pour ceux qui avaient fait jonction le 31 pour le grand meeting de rassemblement. Elles sont venues de la plupart des endroits. Ce que je voudrais dire ici, madame, c'est ceci. Aucun d'entre nous au rassemblement avions manifesté une volonté d'aller casser quoi que ce soit. Par ailleurs, nous disions... Vous êtes responsable, autorité morale. Madame. Donc vous êtes responsable. Jean-Pierre Bemba-Paye, aujourd'hui, c'est pas lui qui a violé en Centrafrique, donc c'est vous le responsable. Madame, le responsable, c'est celui qui a l'arme, qui tire. Nous n'avions pas d'arme en main. Mais comment sont morts ces policiers? Madame, nous avons déjà... Comment sont morts les policiers? Madame, je ne voudrais pas... Je n'ai pas vu les résultats de l'enquête. Je ne sais pas s'il y a eu des policiers qui ont été tués par balle. Mais je crois que lorsqu'un policier rentre dans une foule et utilise son arme, et que celle-ci, par malheur pour lui, s'enraye et qu'il ne sait plus tirer, il peut être lapidé. Voilà, malheureusement. Je ne le souhaite pas, je dis encore une fois, il y a moyen de mieux gérer les événements. Qu'est-ce que nous avions demandé au gouverneur Kimbuta dans notre lettre? Que nous allons partir de plusieurs endroits. Il y aurait des gens qui partiraient de Kitambo, des gens qui partiraient de Bandal, des gens qui partiraient de Ngiri, des gens qui partiraient de Limete. Tous nous allons faire jonction devant les FONUS où il allait y avoir un discours. Et de là, décider 25 personnes à aller prendre des véhicules pour aller déposer le fameux mémorandum à la CENI. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Lorsque nous sommes arrivés sur le boulevard Triomphal, c'est là que la charge a été la plus forte. C'est là que Martin Fayulu a failli perdre la vie, sans parler de celles des personnes qui l'avaient déjà perdu. On s'est retrouvés dans les petites dédales, je ne savais pas que je courais si vite, dans les petites dédales de Kassavubu, parce qu'il fallait se protéger. Et madame, je peux vous dire, j'ai même vu à certains endroits les policiers impassibles. À l'entrée du boulevard boulevard Saint-Louis, il y a une gas station qui est là. J'ai vu une 50aine de policiers qui protégeaient la station. Aucune des personnes qui étaient là n'est passée. Maintenant, lorsqu'on fait des analyses pointues, pourquoi simplement les sièges de certains partis politiques? Qu'est-ce qui était recherché? Vous avez fait aussi la même chose? Non, mais madame, ce qui est grave, c'est que... Vous avez brûlé, vous avez brûlé le MLP... non, madame... Qui a brûlé... Bon, c'était... Ne nous pointez pas, parce que je pourrais vous montrer des images où nous avions dit à la population, attention aux infiltrés au milieu de nous. Il y aurait des personnes qui viendraient dans le but de faire quoi? Tirer cette marche vers autre chose. Nous n'avions pas demandé à nos membres d'aller casser. Non, pas du tout. On gagne quoi? On gagne rien. Mais par contre, je peux vous dire, madame, que dans certains sièges de partis politiques, notamment du PPRD, des machettes sont sorties. Vous les avez filmées? Vous avez des preuves? Je ne sais pas, mais je crois que si nous lançons un appel, certaines personnes peuvent détenir ces images-là. Et nous laissons le soin, d'ailleurs, par ailleurs, à l'enquête de pouvoir justifier. Et ces corps qu'on a retrouvés au siège de l'UDPS pour clôturer ce dossier, c'était qui? C'était des sympathisants de l'UDPS? C'était des sympathisants de l'UDPS, et là je voudrais vraiment fustiger le comportement de certains communicateurs, certains nous les connaissons, qui se sont permis, en cette même journée-là, de passer sur les antennes et de dire certaines choses qui auraient pu influencer d'une manière ou d'une autre la réaction qu'on a connue cette nuit-là. Fallait-il absolument se venger lorsque vous détenez l'appareil de l'État de cette manière?
j'espère que ces personnes-là seront punies. J'en connais quelques-unes, nous échangeons, je leur ai dit, messieurs, vous méritez de vous retrouver à la CPI. Parce que vous êtes les auteurs moraux. Vous êtes passés, des millions de Congolais vous ont suivi, en train de dire, vous réclamiez une certaine vengeance. Coup pour coup était le terme. Et le sort, on a vu coup pour coup. Moi, j'ai relevé quand même un fait, je crois que par respect pour nos morts africains, moi j'avais vu les photos, on les avait étalées sans habit. Je crois que prochainement, respectons quand même nos morts. C'est vrai que nous devons montrer les preuves, mais ayons la décence de les couvrir. J'étais horriblement choquée de voir ces hommes mis nus comme ça, exposés au monde entier, sans habit. C'était horrible. Je n'ai pas pu supporter. Je crois que vous passerez le message aux responsables de l'UDPS, qu'on ait vraiment la décence, si possible même de supprimer ces images sur le net, parce que c'était des parents, c'était des pères, c'était des frères, exact. Et les voir nus comme ça sur la toile, même morts, ça fait quand même tresser les cheveux sur la tête. Nous allons terminer par rapport à Zaïd Ngoma. Qu'est-ce que vous gardez de cet homme qui nous a quittés? Je ne l'ai pas connu personnellement, mais ceux qui l'ont approché et avec lesquels j'ai eu à échanger m'ont dit que c'est un homme brillant. Que c'est un homme d'une rare intelligence et qui aurait pu mieux faire. C'est tout ce que je peux dire. Il était au dialogue, hein, il faut le préciser. Beaucoup d'ailleurs certains disent que les dernières images de lui au dialogue. Certains disent que c'est peut-être cela qui a été qui aurait accéléré. Trop de travail. Hein. Il oui, devait se reposer parce qu'il a subi un double pontage coronarien. Exact. Il avait droit au repos. Je crois qu'il devait. Mais là, je ne sais pas. Était-il, excusez-moi, était-il contraint à le faire, obligé de le faire? J'en sais rien, mais bon, c'était son jour. Là, je voudrais vraiment, au nom de ma propre famille, lui présenter à sa famille toutes nos condoléances. Voilà, nous sommes à la fin et je remercie en tout cas Abraham Luaka, le nom est très long, Abraham Luaka Bwanga, voilà, d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Vraiment, félicitations à nos fauves, hein, parce que je crois que le léopard, c'est le seul vraiment structure, la seule structure qui nous unit encore dans ce pays. Opposition, majorité, centriste, neutre, je ne sais pas moi quoi, aux musulmans, catholiques, protestants, nous soutenons tous les léopards et bravo à eux. Je crois qu'ils ont battu à plate couture la Libye, un pays que j'aime par rapport à Muammar Kadhafi. Mais heureusement et malheureusement, quand on voit les images de la Libye aujourd'hui, je me demande d'ailleurs où se tiendra le match retour. Vous avez une idée? On m'a dit que ça tiendra en Arabie Saoudite ou en Tunisie. Peut-être sûrement dans un autre pays. La Libye n'a vraiment pas le moyen n'a plus d'infrastructures pour. Exact, voilà où on en est quand on ne dialogue pas et quand on laisse le pays géré par en tout cas des groupuscules armés. Merci à toute l'équipe technique et merci à vous, mes followers sur les réseaux sociaux. Je crois que l'émission, nous la débattrons là-bas. Et bon début de semaine à tous les journalistes et surtout les journalistes en action. Rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah.